Bienvenue à ce cours d'ostéomassage offert par Sciences Masso. Mon nom est Jacques Tétrault. Je serai votre formateur pour l'ensemble des cours présentés. Ce qui distingue et rend unique l'approche d'ostéomassage est le dialogue entre les tissus, les techniques élaborées à partir de l'anatomie-physiologie, des traitements qui touchent autant les pathologies musculaires, articulaires que faciales, et surtout l'union des forces de la massothérapie et de l'ostéopathie. Sciences Masso développe vos possibilités. Dans ce cours, nous allons voir les principes d'ostéomassage, le fonctionnement du système myo-fascio-squelettique, les cycles de dégénérescence et de guérison, les théories musculaires, articulaires et faciales, ainsi que les techniques et théories liquidiennes. L'ostéomassage est basé sur certains principes. Si on regarde le fonctionnement du corps humain, les principes qui régissent l'ostéomassage sont l'unité corporelle. Donc, le corps est une unité fonctionnelle qui va être basée sur des sensations et de l'action. Donc, pour arriver à faire ce que l'on veut, on doit avoir du input, des données qui vont être intégrées, interprétées pour donner au niveau musculaire une action. Aussi, toutes les parties du corps sont intégrées ensemble et tendent à l'autorégulation. Ça veut dire que s'il y a une partie qui nécessite du travail de guérison, les autres parties vont emmener de l'énergie. Si une partie est en dysfonction, les autres parties vont compenser pour cette partie-là. Mais tout le monde tend à l'autorégulation. En même temps, le système de coordination est basé sur plusieurs systèmes. Il va y avoir le système nerveux, le système hormonal et le système fascia qui, eux, vont gérer les données sensorimotrices, donc le input et les commandes. Aussi, le corps humain doit structurer et coordonner l'énergie, l'information et la matière. Par exemple, si on prend une pomme qui contient de l'énergie et de la matière, le corps humain va devoir la manger, la digérer et tout analyser et disséquer les petites composantes pour terminer avec des nutriments. Donc, il fait ça à toutes les secondes, à tous les domaines. Et au niveau de l'organisation structure-fonction, dans le corps humain, il y a des structures qui permettent certaines fonctions. Donc, la structure détermine la fonction. Exemple, si le muscle peut se raccourcir, étant donné ses attaches, il va avoir une fonction de mouvement. Donc, la structure musculaire, la façon qu'elle est faite, permet une fonction précise qui est le mouvement. En même temps, la fonction va aller nourrir la structure. Plus on bouge, plus le muscle, plus l'articulation deviennent forts et se renforcissent, et l'inverse est vrai. Si on n'utilise pas quelque chose, ça se dégrade. Et tout ça doit baigner dans de l'énergie, à savoir la structure contient de l'énergie, il y a du glucose dans le muscle, etc. Puis la fonction fait circuler cette énergie-là. Donc, il y a une relation entre les trois éléments, structure, fonction et énergie. Et en fin de compte, la santé est un bilan positif entre les forces de régénération et les forces d'usure ou de dégénérescence. Donc, le corps humain tend à l'auto-guérison, tend à avoir un bilan positif et en ostéomassage, on va aider le corps humain à améliorer son état de santé. Donc, dans les principes d'ostéomassage, il y en a certains qui concernent le système musculo-squelettique, que l'on va renommer le système myo-fascio-squelettique. Donc, les récentes recherches sur les fascias ont démontré que c'est l'unité principale du système en question. Donc, c'est lui qui va vraiment régir le mouvement, guider les muscles, guider le mouvement des articulations. Donc, le fascia, qui est un tissu qui va unir tout le corps, va vraiment être l'unité centrale du système myo-fascio-squelettique. Donc, ce système-là, c'est lui qui est le gérant de l'action de la personne pour sa réalisation. Donc, le corps humain peut faire que trois actions. Soit qu'il va inhiber un muscle ou inhiber une fonction, soit qu'il va sécréter une hormone ou il va contracter un muscle. Donc, si on inhibe une partie du corps ou une partie d'un nerf, il va y avoir un arrêt de la fonction. Donc, pour différentes raisons, le corps humain peut décider de ne pas faire une action. Donc, il y a une inhibition, il y a un arrêt de l'action. Il va y avoir aussi une sécrétion.
Donc, il y a des hormones qui vont aller sécréter la testostérone, l'adrénaline, etc. pour faire des actions. Mais au niveau plus concret, c'est l'action musculaire. Donc, la contraction musculaire qui est gérée par le système myofascio-squelettique, c'est lui qui va réaliser les besoins de la personne à court ou à moyen terme. Autre chose, le fascia, c'est vraiment l'élément central. Donc, on verra plus tard sa constitution chimique et son organisation spatiale, mais c'est lui qui vraiment, d'un bout à l'autre du corps humain, va structurer tout le système myofascio-squelettique pour permettre le mouvement. Donc, sa façon d'être permet un paquet de mouvements qui vont être déterminés par ces tissus profonds. Et aussi, la santé du corps humain est tributaire de l'ensemble de ses parties, au même titre que chacune des parties est tributaire de l'ensemble de la santé du corps humain. Comme exemple, on ne peut pas avoir une épaule plus en forme que le reste du corps. D'où l'intérêt d'avoir un corps en santé pour que les parties qui sont traumatisées puissent guérir bien. Donc, l'ostéomassage vise entre autres à augmenter la vitalité globale. Et en fin de compte, dernière prémisse, le système myofascio-squelettique fonctionne selon des termes d'architecture qui est la tenségrité. Donc, la tenségrité, c'est l'union de tension et d'intégrité. Donc, la façon que le système humain est fait au niveau myofascio-squelettique, ça répond à cette structure-là. Comme exemple, si on prend le fémur et le genou, donc le tibia-fémur, ce sont des systèmes de compression. Donc, il va y avoir dans la tenségrité un système de compression, il va y avoir des élastiques qui sont les muscles, puis il va y avoir des parties qui vont être en tension, que sont les fascias, qui vont maintenir la cohérence du système. Ça permet l'adaptabilité dans différentes situations et le mouvement. Donc, un élément structurel intéressant à voir ici, qui représente très bien le corps humain et la tenségrité, c'est ce modèle-ci. Donc, n'importe quelle partie qu'on va déformer va avoir un effet sur l'ensemble. Donc, on peut imaginer le bassin qui est fait comme ça. Donc, le bassin, si on déforme un os iliaque, il va y avoir un effet sur le sacrum et l'autre os iliaque. Si on contracte un muscle, genre le pyramidal, il va aller déformer aussi. Si on tire sur les fascias de certaines parties du corps, il va y avoir du mouvement qui va aller aussi jouer. Donc, tout ce type de structure-là de tenségrité, c'est l'union entre les articulations, les os, entre les muscles et entre les fascias. Nous allons voir un autre concept propre à l'ostéomassage, à savoir le cycle de dégénérescence. On s'est aperçu qu'une pathologie va suivre un certain mouvement. Donc, il va y avoir la première étape qui est l'impact. Donc, l'impact peut être de sources différentes. Ça peut être alimentaire, énergétique, hormonal. Dans le cas qui nous intéresse, en musculo-squelettique, ça va être surtout un impact biomécanique. Donc, il va y avoir un impact qui va, au niveau de la structure même des systèmes, désorganiser. Donc, les rapports entre les différents systèmes vont être moins bons. Exemple, l'articulation ne sera plus dans ses axes, il va y avoir une congruence qui est moindre au niveau des surfaces de contact, etc. Donc, ça, c'est désorganisé. À force d'avoir cette désorganisation-là, il y a des tissus qui sont usés. Donc, troisième étape, la destruction de certains tissus. Exemple, le cartilage, une fois qu'il est trop frotté, il va se détruire. Donc, il va y avoir une perte de tissu, de cellules au niveau du cartilage qui elle-même va amener une dysfonction globale. Donc, à cause de la douleur, à cause du manque de lubrification, l'articulation ne peut plus bouger et on commence à être dysfonctionnel. Donc, on ne peut plus lever l'épaule normalement, par exemple. Et après ça, ça va se propager. Donc, si je ne peux plus lever l'épaule, les autres articulations vont compenser, les autres muscles vont être en état de contraction pour prévenir la douleur. Et ça va être la cinquième étape, la propagation. Dans le cycle de dégénérescence, c'est un système auto-entretenu. Donc, la dernière étape va renourrir les impacts et on va repartir le cycle. Nous allons voir les théories musculaires, articulaires et faciales en ostéomassage. Les 10 techniques d'ostéomassage visent à aller contre le cycle de dégénérescence. Donc, chacune de ces techniques-là vise un aspect précis dans les 5 étapes du cycle de dégénérescence. Donc, en fonction de ce que vous sentez, où est rendue la personne dans ce cycle, vous choisissez les techniques appropriées.
Les 10 techniques vont être divisées, réparties en 3 familles. Il va y avoir la famille faciale, famille musculaire et la famille squelettique. Et une technique qui s'intègre dans les autres qui s'appelle le pompage liquidien. Aussi, les 10 techniques sont réparties en niveaux d'adaptation selon les pathologies, selon les sensibilités propres à chaque personne. Ainsi, la première technique de chacune de ces familles a un niveau d'invasibilité qui est très minime. Donc, c'est peu dur sur les tissus. On va toujours dans le sens où les tissus veulent aller. Le deuxième niveau est un peu plus invasif. Donc, on va avoir des techniques qui vont forcer un petit peu le blocage. Donc, ils vont demander un petit peu plus de présence et de pression souvent. La troisième technique de chacune de ces familles est très invasive. Donc, on va aller forcer le blocage, on va aller demander aux tissus d'aller là où ils ne veulent pas aller. De cette façon, vous avez un choix de techniques qui vont pouvoir répondre aux conditions de différentes parties, différentes personnes, et qui vont pouvoir évoluer dans la même session, de façon à s'adapter aux changements que vous voulez amener dans les tissus de la personne. Nous allons voir les théories et les techniques liquidiennes. Donc, les liquides sont très importants dans toutes les pathologies. Il va y avoir souvent une stagnation des liquides. Donc, on parle des liquides organiques, autant les liquides intracellulaires qu'entre les cellules, autant le liquide lymphatique, sanguin veineux, sanguin artériel, le liquide céphalorachidien et la synovie dans les articulations. Tous ces liquides-là peuvent stagner dans une pathologie tissulaire. Donc, les traitements de ces pathologies-là, au niveau liquidien, vont être des pompages. Donc, les pompages vont toujours consister à une variation de pression. Donc, nous allons pouvoir faire une variation de pression en pressant les tissus ou en séparant les tissus. Donc, si on imagine une zone musculaire où il y a une stagnation de liquide à cause de contractures musculaires, nous allons faire dans un premier temps une pression pour chasser le sang en périphérie, le sang qui est moins oxygéné, qui a moins de nutriments, okay, le sang qui contient de l'acidité, et nous allons relâcher pour que le sang en périphérie, qui est plus sain, puisse rentrer à l'intérieur des tissus. Et en faisant ces genres de variations de pression, nous faisons un drainage, nous faisons une circulation du sang pour renouveler. Sang qui amène les nutriments, l'oxygène, etc., qui sont nécessaires à la reconstruction des tissus. Pour les techniques liquidiennes, qui sont foncièrement du pompage liquidien, nous allons voir leur application au niveau musculaire, articulaire et facial. Donc, le but des techniques liquidiennes, ça le dit, c'est d'augmenter la circulation lymphatique, artérielle et veineuse. Donc, pour ce faire, nous allons créer des variations de pression. Dépendamment des structures visées, nous allons avoir des applications au niveau de la position des mains et de la pression variables selon ce que l'on veut. Si on prend toutes les parties musculaires, nous allons avoir dans le raccourcissement passif une mise en position, une pression, on va dire, au plancher, et à l'inspiration de la personne, on ne bouge pas, inspire bien. À l'expiration, on relâche. On va dire qu'on revient au premier étage et on retourne au plancher. Donc, ce n'est pas d'aller du plancher au sous-sol, mais vraiment remonter. Laisse bien tomber ton épaule, expire bien. Donc, on demande à la personne des bonnes inspirations pour pouvoir monitorer à l'expire notre pompage. Donc, pression maintenue à l'inspire, à l'expire, on relâche la pression. Donc, c'est un petit mouvement rapide du poignet et on reprend la pression. Si ça a diminué au niveau des muscles, des fibres musculaires, on peut aller plus bas, mais on maintient toujours une pression égale. Donc, ça crée un appel liquidien. On comprime les tissus, le sang est chassé, on relâche les tissus, le sang revient. Donc, ça crée une circulation. Le sang qui est pris au niveau des muscles contractés, des fibres contractées, lui, on le chasse en pressant, donc il s'en va en périphérie. Le nouveau sang qui est en périphérie afflue vers le centre et comme ça, on crée un dynamisme au niveau liquidien. Ça, c'est pour la partie soulagement par raccourcissement. Si on passe à la partie micromassage, donc disons qu'on a un point ici, sur le muscle iliocostal niveau dorsal, on va avoir notre mise en tension de base, nos mouvements de micromassage, et à l'inspire, on garde la pression, et à l'expire,
on relâche. Donc, c'est le même principe. On inspire. La pression que l'on a crée un afflux de sang en le relâchant à l'expire. Donc, on peut faire le pompage, inspire, expire, de façon très rythmée à chaque expire, comme on peut le faire de façon aléatoire. Ce sera un petit peu ce que l'on sent. Donc, moi, je préfère le faire de façon aléatoire. Quand je sens que les tissus sont gorgés de sang et de liquide, je peux les recomprimer pour chasser et créer comme ça un cycle de circulation. Donc, on peut faire beaucoup de pompage à chaque expire plusieurs fois ou attendre, sentir que les tissus sont prêts et relâcher. Donc, c'est le même principe. On comprime les tissus, ça chasse le sang, on relâche, le sang revient au centre. Si on fait maintenant le même étirement qu'on a vu au niveau musculaire, on va faire notre pompage liquidien en relâchant longitudinalement. Donc, si on imagine qu'il y a des tissus qui sont très serrés, qu'on étire encore plus, le sang va être comprimé à l'intérieur. Donc, quand on fait notre étirement, le sang est comprimé, à savoir chassé du centre. Quand on relâche en longitudinal, c'est comme si on relâchait la tension. Donc, il y a moins de pression intérieure, le sang va affluer dans le centre. Et on réétire, donc on rechasse le sang en périphérie, et on fait comme ça variation de pression intramusculaire, ce qui crée un mouvement liquidien. Inspire, et on va le faire à l'expire aussi. Et on étire en longitudinal. Donc on peut le faire plusieurs fois à chaque expire. Donc c'est toujours le même principe, varier la pression pour amener un mouvement intérieur de circulation liquidienne. Ça, c'est pour les pompages liquidiens au niveau musculaire, dans les techniques qu'on a vues. Si on le fait au niveau articulaire, disons que l'on prend 2 vertèbres ou 3 vertèbres que l'on comprime ensemble. Donc, on va compacter les surfaces articulaires où il y a la synovie. On va compacter un peu plus en profondeur où il y a le disque interarticulaire qui est très spongieux, donc fait à 70% d'eau. Donc, en compactant les vertèbres, on crée une évacuation des liquides. On comprime les liquides. Quand on relâche, à ce moment-ci, ça peut être l'inverse des muscles. On relâche à l'inspire. On fait une compaction relâchée. Donc, même principe que tout à l'heure, on compacte, on chasse le sang, la synovie, on relâche et ça crée un appel liquidien. Donc, si on fait ça plusieurs fois, ça va amener une hydratation du disque et ça va amener en même temps au niveau de la synovie une lubrification de la synovie. C'est bon? On peut faire le même genre de travail en distraction. Donc, on va séparer. Donc, on va prendre un appui ici sur les surfaces articulaires et les côtes. Donc, ce n'est pas une pression sur les épineuses, donc c'est confortable. Même chose ici, ma main est un petit peu à angle pour éviter. Donc, je vais séparer, comme ça ici, 2 ou 3 vertèbres. Donc, c'est le même principe. J'ai une surface de contact que je vais séparer et je relâche. Je relâche. Donc, par élasticité, ça revient et ça crée notre pompage, notre circulation. Donc, je m'en vais en profondeur, je sépare et je relâche. Donc, je peux le faire à l'expire, à l'inspire. Ça dépend. Je peux aussi le faire à l'inspire, ça a un autre effet. Ça va être un petit peu plus stimulant pour les articulés des vertèbres. Donc ici, c'est séparation-relâchement. Séparation-relâchement. L'inverse de compaction-relâchement. Donc ça va créer un appel liquidien dans le même sens. Maintenant, si on fait le travail au niveau des fascias, donc si on fait un travail en étirement facial, donc je mets mes 2 mains ici, puis je vais tracter les fascias inférieurs. Donc à ce moment-là, je peux faire le même genre
de relâchement que si je fais le travail musculaire. Donc, je peux relâcher un petit peu. Donc, ma tension, étant donné qu'elle est par là, quand je relâche par l'inférieur. Donc, je traque supérieur, inspire bien, et à l'expire, je peux relâcher. 2-3 fois. Donc, ça va créer dans toute la surface de la trame faciale un petit micro-pompage. Donc, ça va aider un petit peu la lubrification du fascia. Donc, foncièrement, ce sont les techniques de pompage appliquées selon les différents tissus que l'on vise. Voilà qui complète notre cours d'ostéomassage, introduction et principes. Bonne pratique!